Et puis, je voulais faire un petit point final pour vous parler de l'évolution à l'âge adulte. C'est vrai que des fois, on n'en parle pas forcément, mais j'avais fait ça pour une autre intervention, donc je vous ai laissé ces diapos. En fait, à l'âge adulte, les difficultés dans la vie quotidienne peuvent persister dans 30 à 70% des cas. C'est des adultes qui ont plus souvent une faible estime d'eux-mêmes et qui ont une plus faible participation sociale avec d'autres jeunes adultes. En général, les études sont plutôt faites sur les jeunes adultes. Moins de 60% ont appris à conduire, alors qu'on est à plus de 84% parmi les contrôles. Donc, si on prend un groupe de 100 enfants avec dyspraxie et un groupe de 100 enfants sans dyspraxie, on verra que parmi les dyspraxiques, il y en a beaucoup plus qui n'ont pas passé leur permis de conduire. Le permis de conduire qui nécessite la conduite, qui nécessite d'estimer des distances, de manœuvrer, donc des gestes, des aspects visio-spatials. Et effectivement, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans ces tâches de conduite sont corrélées à d'autres tâches visio-motrices. Donc c'est vraiment en lien avec leurs difficultés visio-motrices qu'ils peuvent rencontrer des difficultés pour apprendre à conduire. Alors souvent, il y a une amélioration de la maladresse motrice des adultes qui ne sont pas forcément beaucoup plus maladroits. Dans le quotidien, on ne les repère pas spécialement comme étant particulièrement maladroits, mais quand même une maladresse qui peut un peu rester. Et surtout, c'est surtout au niveau des troubles visio-perceptifs, des particularités d'analyse visio-spatiale ou visio-constructive, qu'on a peu d'amélioration en grandissant. Et puis, c'est des adultes où parfois les difficultés, par exemple la maladresse, va apparaître quand il y a une pression temporelle ou s'ils sont en double tâche. C'est-à-dire que du coup, on sature un petit peu le système et c'est là où on voit réapparaître les difficultés. Mais à l'âge adulte, on met en place aussi des stratégies de résilience, donc des stratégies pour faire face à nos difficultés. Et ces stratégies, ça peut être le retrait ou l'évitement des activités sportives, physiques, de toutes les activités qui vont demander des aspects gestuels et visuospatiaux importants. Et donc, finalement, c'est des adultes qui vont moins se diriger vers ce type d'activité. Et donc, ce sera moins gênant. C'est vrai qu'à l'école, on contraint les enfants à faire du sport, à faire plein d'activités. C'est évident qu'il faut le faire, c'est bon pour leur développement, pour le développement de l'enfant en général, des enfants. Mais ça met en difficulté les enfants qui ont des dyspraxies. Et du coup, en grandissant, ils vont moins se tourner vers ces types d'activités. Ils vont plutôt rechercher des activités compatibles avec leurs capacités, plutôt tout ce qui est informatique ou théâtre ou activités artistiques, mais qui demandent moins des aspects gestuels visio-spatiaux, de la lecture, des jeux de société, des métiers sans exigence physique. Et puis souvent, ça a été remarqué par ces auteurs, c'est des adultes qui vont beaucoup utiliser l'humour pour détourner l'attention de leur maladresse ou pour tourner un peu leurs difficultés ou leurs échecs en dérision. Donc avec l'idée que si vous riez de la situation, les autres rient avec vous et ne rient pas de vous. Donc je trouve que c'est des stratégies assez intéressantes que les adultes mettent en place. Donc globalement, il y a quand même des améliorations parce qu'ils ont moins d'obligations, comme je vous disais, ils sont moins contraints par rapport au moment où ils étaient à l'école. Ils ont plus d'options dans le choix des disciplines qu'ils vont faire. Et puis, ils ont des relations sociales qui sont moins liées à des activités normées. C'est vrai que, par exemple, les enfants, c'est compliqué si vous êtes un petit garçon et que dans votre école, tous les garçons jouent au foot et que vous êtes en difficulté sur cette activité-là, vous sortez un peu du coup de la norme, d'une activité qui est très normée autour de vous, par exemple sur la pratique du football. Mais c'est des adultes qui restent quand même plus en sujet à l'anxiété et à la dépression. Et pour terminer, je voulais vous faire écouter le témoignage de Agathe, qui est donc qui est une grande, qui a 15 ans, qui présente une dyspraxie sévère, qui a été diagnostiquée pendant son école primaire. Et donc là, à l'âge de 15 ans, elle a déjà tout un parcours et puis surtout, elle a un recul sur son parcours et sur la dyspraxie. Donc je trouve son témoignage intéressant et touchant aussi. Donc on écoute Agathe, c'est une vidéo qui dure à peu près 10 minutes. On l'écoute parler de sa dyspraxie et puis ensuite on pourra passer aux questions. Pour moi, la dyspraxie, c'est un problème surtout avec les mains. Par exemple, j'ai du mal à écrire parce que quand j'écris, je pense à chaque lettre. Et quand je fais des traits, en géométrie, je pense à chaque trait. Du coup, ça me fatigue plus que les autres. Et avec mes mains, je ne peux pas aussi me focaliser avec deux choses. Donc c'est pénible parce que quand je veux écrire et que le prof il écrit au tableau, je suis obligée de regarder tout le temps le tableau parce que je peux pas me souvenir du mot. C'est pour ça que j'ai un ordinateur.
Puis c'est aussi que des problèmes dans l'espace. Des fois, j'arrive pas à voir tout moi. Enfin, c'est compliqué, mais par exemple, quand je me lave les cheveux avec ma tête, et ben moi je pense que quand je me lave comme ça, je me lave toute la tête, mais des fois il y a la moitié de la tête qui est plus grasse que l'autre ou moins bien lavée. Je comprends pas pourquoi. Parce que pour moi, je me suis lavé toute la tête, mais non, mais j'ai pas tout vu. Et aussi, il y a des trucs que j'ai du mal à faire qui sont pas automatiques, je pense, je dirais. C'est que, par exemple, pour m'habiller, c'est compliqué s'il n'y a pas d'étiquette pour que je sache où je mets. Je vais sans petit t-shirt. Et les lacets, c'est infernal. Enfin, faut penser, c'est trop compliqué parce qu'il faut que je pense à comment je fais un nœud et retirer sur le nœud. Il faut pas qu'il s'en mêle alors que c'est 2 fils. Je peux pas. Et comment tu fais alors? Ben, c'est ma mère et mes amis qui font les lacets. C'est soit mes mains qui n'arrivent pas à faire les choses avec mon cerveau, ou c'est ma tête qui n'arrive pas à faire les choses. Ah, par exemple, si j'ai un exercice de maths devant moi et que j'ai un graphique et que je connais pas, qu'on m'a pas appris, donc je vais pas savoir comment je vais utiliser parce que ma tête, elle va se perdre dans le graphique. C'est bizarre, c'est comme si je n'arrivais pas à lire ce que c'était. Donc, c'est comme si je savais pas lire ni écrire et que je pouvais pas comprendre le sens. Et du step en ce moment, donc je vais expliquer ce que c'est. En fait, c'est une sorte de marche. On fait des chorégraphies dessus, des pas, en 8 temps. Et on doit bouger les jambes, on a une chorégraphie à faire. Et les bras en même temps. Et déjà que les jambes, je trouve ça compliqué parce que on a un certain rythme à tenir et il faut d'abord faire gauche, droite. En fait, c'est 8 pas. Et après, on doit repartir vers la gauche. Et j'ai du mal avec la gauche et la droite. Et des fois, il faut se retourner. Alors, je sais pas dans quel sens je dois me retourner. C'est compliqué. Alors, des fois, il faut mettre les bras dans le sens opposé. Du coup, je peux pas faire les deux en même temps parce que mon attention est déjà focalisée sur la musique et mes pieds, donc c'est pas possible. En CP, en fait, c'est tout con, mais on avait été du soutien. Et c'était normalement pour les gens qui n'étaient pas bons. Et à la fin, ceux qui n'avaient pas eu besoin de soutien, ils étaient récompensés, ils avaient le droit de jouer à un jeu sur l'ordinateur. Et moi, ça m'avait énervée parce que je voulais y arriver, je voulais faire le jeu, mais je ne pouvais pas parce que j'avais fait le soutien à l'écriture alors que j'y arrivais pas. C'est juste de ne pas pouvoir atteindre des objectifs, des trucs comme ça, c'est tout bête. Mais... Franchement, je dirais que j'ai pas beaucoup de souvenirs de la primaire, à part quelques petites anecdotes. Mais ça a été un peu plus compliqué au collège parce que pour m'organiser déjà, c'était compliqué parce que j'avais un ordinateur et j'ai mis quand même 3-4 ans à vraiment l'ordinateur, à pouvoir l'automatiser en cours. Et j'avais beaucoup de mal à gérer mes feuilles, mon ordinateur et le fait de devoir écrire. Et tu avais l'AVS aussi à ce moment-là? Oui, j'avais. En fait, je suis passée de 12 heures d'AVS à 6 heures d'AVS, de 6e à 5e. Et ça, c'était dur pour moi parce que elle était moins là pour moi. Et donc, on m'aide encore à cette époque-là. Maintenant, je vais beaucoup mieux. Mais en fait, je pense que c'était juste ça. C'était pas vraiment le fait que je suis différente aux autres au début. Au départ, j'étais juste tellement concentrée sur mes problèmes, je m'en sortais pas. Mais après, c'est mieux allé. Et de l'AVS, justement, ça t'a pas été trop dur? Est-ce que tu t'es pas dit, mais pourquoi moi j'ai. Enfin, est-ce que tu comprenais que tu avais besoin d'une AVS? Oui. C'était quelque chose que tu as accepté ou c'était difficile d'avoir quelqu'un et d'être différent des autres du coup? Moi, je dirais qu'au début, non, parce que j'étais contente, surtout que j'ai toujours eu des AVS que j'aimais bien et je me faisais engueuler parce que je discutais et ça m'aidait. Pour moi, c'était une aide, il n'y avait pas de problème. C'est plus quand je suis arrivée dans des classes supérieures, en 5e, on a pu déjà me dire oui, mais un ordinateur, alors c'est pas juste. Et ça m'énervait qu'on me dise non, elle a ça, donc c'est pour ça qu'elle a une meilleure note. Ou les profs qui m'ont déjà dit certains oui, tu as eu cette note-là, enfin, surtout en maths, parce que sinon mes autres notes, résultats, ça va, tu as eu cette note-là parce que tu as un aménagement. Et le fait de me dire que les autres, soit parce que j'avais pas les mêmes notes des autres, parce que j'avais un aménagement, ou que les autres ne comprenaient pas, pouvaient ne pas comprendre des fois, ça m'énervait parce que... Alors que ce qui est injuste, c'est d'avoir une dyspraxie par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Qui était jaloux de l'ordinateur, c'est ça, oui. Est-ce que par exemple, tu as des techniques où il faut que les mots vont t'aider?
Les mots. Par exemple, des comptines, tu dis il faut que je fasse ça et après ça et après ça. Enfin, tu vois, où tu verbalises, tu mets des mots pour t'aider à faire les gestes ou les actions. Ah, bah c'est intéressant que tu en parles parce qu'en fait, c'est que mon ergothérapeute, elle m'apprend, par exemple, au départ, pour me laver les cheveux parce que je lui expliquais. En fait, avant, j'avais les cheveux longs, les épaules, et comme j'ai une grosse dyspraxie visuo-spatiale, normalement, quand on apprend à se laver les cheveux, c'est bon. Quelques séances. Mais moi, quand je me recoupe les cheveux, même là, 2-3 cm, je suis toujours obligée de réapprendre un petit peu à me laver les cheveux. C'est très chiant. Et du coup, j'ai une technique mnémotechnique qui est smooshy, smooshy, smooshy. Et au bout d'un moment, je ne vais plus faire le bruit, mais dans ma tête, c'est le bruit qui va m'aider à avoir le geste, en fait, qui sera de bien faire des ronds. Je sais que technique, c'est par exemple les endroits ou des trucs comme ça auxquels j'ai peut-être plus pensé au moment, mais ça va m'accompagner pour que les gestes, ce soit eux que je retienne. Pour, Là, tu la vois toujours, l'ergothérapeute? Ben là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je ne te suis plus maintenant. Enfin, si, elle me suit, mais... de temps en temps. De temps en temps, quand j'en ai besoin. Okay. En fait, maintenant, vous voyez, au début, c'était pour apprendre l'ordinateur, enfin, tu vois, des trucs comme... ben voilà, plier une feuille. Ça m'a quand même demandé 10 minutes, comme coller, des trucs comme ça. Je ne sais toujours pas coller une feuille. C'est un truc incompréhensible. Alors que maintenant, c'est plus, comme je suis en internat, c'est apprendre à me laver les cheveux, comment plier mes vêtements, pour que ce soit plus simple pour faire de ma mère, des trucs comme ça, par exemple. Plus des trucs qui vont servir, pas dans ma vie de l'école, mais dans ma vie de tous les jours, que je joue dans toute ma vie. Là, pour venir à l'hôpital, par exemple, pour s'orienter dans la ville, c'est surtout que j'étais un peu pressée, du coup... je suis tombée 3 fois. Une fois, j'ai perdu ma chaussure. Là, aujourd'hui, t'es tombée? Oui, j'ai perdu ma chaussure. Mais c'est avant de venir. J'avais un autre rendez-vous et j'ai perdu ma chaussure parce que j'étais pressée. Quand je suis pressée, en fait, je panique et je perds un peu mes automatismes. Donc, c'est pénible. Et aujourd'hui, en venant ici, je me suis trompée. Après, parce que j'arrivais pas à visualiser où c'était parce que j'étais jamais passée devant. Et quand je connais pas des lieux ou que j'ai du mal, je vais pas savoir. Des choses que je vais pas par rapport aux autres, que je vais pas me rendre compte. C'est-à-dire que, en fait, que les autres, ils voient, mais pas moi. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des petits détails quand on m'explique, les autres comprennent. Et pour moi, c'est pas possible d'imaginer comme pour mes cheveux. Des fois, des gestes, quand on fait, par exemple, en sport, quand on doit faire des chorégraphies, même comme en step, comme ça, je peux pas m'imaginer ce que j'ai fait comme pas. Les autres, ils voient leur pas. Enfin, ça encore, je peux regarder, mais quand on fait du son hauteur, comme ça, avec un bonhomme et que tu sautes de l'autre côté, voilà, c'est le bonhomme qui saute. Et moi, ça, j'arrivais pas à comprendre parce que je suis au prof, mais je sais pas ce que c'est. Je sais que les autres, ils comprennent, ils arrivent à voir ce qu'ils font, mais moi, ça, j'y arrive pas. En fait, essaye de faire des choses, par exemple, quand on a des gestes avec les mains, comme par exemple le truc, je sais pas ça, de Joule, voilà, et des trucs avec des gestes, ou par exemple, on pourrait compter, sinon on doit faire des gestes, c'est que tu comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. Mais pour moi, c'est qu'en fait, notre cerveau, il y a un problème, c'est comme s'il buguait, il n'est pas capable de faire des choses, c'est un peu en sorte de trou noir, en fait. Et du coup... j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ouais, c'est ça. Ou alors que ta formation est modifiée, donc je vais percevoir différemment. Et par exemple, si je vais prendre un ballon, parce que les ballons, c'est mon gros problème. Quand je vais prendre un ballon, et ça, c'est un ballon de foot, on va dire. Et mon cerveau, il va pas communiquer correctement. Je sais, ce qu'on m'explique, les autres, ils vont voir, hop, ils prennent le ballon, ils savent qu'ils doivent aller dans telle trajectoire comme ça. Moi, mon cerveau, c'est un peu comme il va bugger, il va se dire comment je fais? Là, c'est le cerveau qui se demande, qui se questionne. Et du coup, il va pas avoir le même automatique. Si mon verre, c'est mon ballon, et qu'on me demande de le passer à quelqu'un, des fois, si on demande plus, moi, je vais faire ça. Alors, la personne, elle va pas me voir parce qu'elle est là. Mon geste, il va falloir plus de temps déjà, parce qu'il y en a pour comprendre le geste et pour faire, parce que c'est un peu brouillé, ma trajectoire, elle n'est pas pareille que les autres. C'est un peu comme si mon GPS, ça c'est mon sorte de GPS, là il y a les lignes,
nord-sud, et ben, il ne fonctionnait pas bien. Mmh. Et puis même, je peux rajouter un truc. Ouais. Moi, je pense que quand tu es reconnu, même par la dépêche, c'est une grande victoire parce que tu te dis que ça y est, pour le monde, t'es quelqu'un, t'es pas une personne bête. Non, t'as quelque chose, t'as réussi à prouver que tu pouvais, que t'avais des problèmes, et alors que tu les surmontais. Et là, ils disent, ok, vous êtes validé, on va vous aider pour que vous pouvez continuer votre ascension. On dit dyspraxique, mais fantastique. Donc voilà le témoignage d'Agathe. Je trouve qu'elle a beaucoup de recul et en fait, il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui font écho à des choses que je vous ai présentées dans le cours. Et puis, on voit son autodérision, on voit la façon dont elle a de prendre la chose. Et même quand elle évoque à la fin le fait que la reconnaissance de handicap, en fait, pour elle, a été une victoire. Donc, ce n'était pas de reconnaître que pour elle, ça n'a été pas vécu comme je suis handicapée et donc je suis moins bien que les autres, etc. C'est plutôt, on reconnaît mes difficultés, on reconnaît que c'est des vraies difficultés et on va les prendre en compte à l'école, on va les prendre en compte dans mon quotidien, je vais bénéficier de soins. Et pour elle, c'était plutôt une victoire. Donc, ouais, elle est super.